Vous savez, cette petite voix dans notre tête, ce film permanent que personne d'autre ne peut voir, c'est quoi, au juste? Eh bien, c'est la conscience, et c'est sans doute le plus grand mystère de toute la science. D'où est-ce que ça vient? Et surtout, est-ce que c'est vraiment elle qui pilote? Allez, on plonge ensemble dans ce qui est peut-être le plus grand cauchemar de Descartes. Ok, pour commencer, une question un peu dérangeante. On part tous du principe que les gens qu'on croise ont une vie intérieure, des pensées, des émotions comme nous. Mais et si ce n'était pas vrai? Comment on pourrait en être sûr à 100%? C'est une expérience de pensée qui va droit au cœur du problème. Imaginez un peu, une personne qui est, en apparence, totalement humaine. Elle rit à vos blagues, elle discute, elle réagit, mais à l'intérieur, il n'y a personne. Rien. Aucune pensée, aucune joie, aucune peine. Le vide absolu. Alors voilà, ce concept, ça a un nom, le zombie philosophique. Et attention, ce n'est pas juste un délire de penseur ou un truc de film d'horreur. C'est le moment où la philosophie croise le fer avec la médecine, et c'est là que ça devient vraiment troublant. Parce qu'il existe une version clinique, le zombie neurophysiologique. Oubliez les monstres. On parle ici de vraies personnes dont le cerveau, parfois à cause d'une crise d'épilepsie par exemple, passe en mode pilote automatique. Le corps continue d'agir, mais la conscience, elle, s'est éteinte. L'histoire du docteur Z, par exemple, elle est juste hallucinante. En pleine crise d'épilepsie, ce médecin examine un enfant et pose le bon diagnostic, une pneumonie. Le plus fou dans tout ça, une fois la crise terminée, il ne se souvenait de rien. Zéro. Son cerveau avait fonctionné à la perfection, mais sans lui. Donc si un corps peut fonctionner sans conscience, ça nous ramène à la question de départ, qu'est-ce que c'est exactement la conscience? C'est quoi ce truc qui manquait au Dr Z pendant sa crise? C'est ça notre monde intérieur privé. Les philosophes ont un mot un peu technique pour ça, les qualia. L'idée est simple, ce n'est pas l'information brute, la longueur d'onde de la couleur rouge ou la composition chimique du café. Non, c'est l'expérience subjective, ce que ça fait de voir du rouge, ce que ça fait de sentir l'odeur du café. C'est la matière première de notre vie intérieure. Pour vraiment piger le concept, il y a une expérience de pensée célèbre. Imaginez une scientifique brillante, on l'appelle Marie. Sa particularité, elle a toujours vécu dans un monde entièrement en noir et gras. Alors Marie, sur le papier, elle sait tout sur la couleur rouge. La physique de la lumière, la biologie de l'œil, comment le cerveau traite l'info, tout. Mais elle ne l'a jamais vu. Et un jour, on lui montre une rose bien rouge. La question, c'est est-ce qu'elle apprend quelque chose de nouveau? La réponse est oui, bien sûr. Elle apprend ce que ça fait de voir du rouge. Et ça, ce nouveau savoir, c'est un qualia. C'est précisément ce que la science a tant de mal à expliquer. Et cette quête du siège de la conscience, elle ne date pas d'hier. Ça fait des siècles que les penseurs cherchent l'origine de cette expérience, ce fameux fantôme dans la machine. L'un des premiers à s'y être collé sérieusement, c'est bien sûr René Descartes. Et sa solution était radicale, le dualisme. Pour lui, il y avait le corps, la matière, d'un côté, et de l'autre, l'esprit, l'âme, quelque chose d'immatériel. Il avait même cru trouver le point de contact, une toute petite glande au centre du cerveau, la glande pinéale. Aujourd'hui, on a un peu abandonné l'idée de l'âme immatérielle, mais la quête continue, et elle donne lieu à des théories assez audacieuses. Certains ont parlé de particules quantiques de conscience, d'autres pensent que ça viendrait du champ électromagnétique global du cerveau. Bref, le mystère reste entier. Et c'est ici que l'enquête prend une tournure encore plus folle. Parce que la science a commencé à se poser une question terrible. Et si notre conscience n'était pas le pilote, mais juste un passager qui regarde le paysage défiler? Tout a basculé dans les années 60 avec deux chercheurs allemands. Leur expérience paraissait toute simple. Ils voulaient juste observer ce qui se passe dans le cerveau juste avant qu'on décide de faire un mouvement tout bête, comme plier le doigt. Et ce qu'ils ont découvert a fait l'effet d'une bombe. Regardez la chronologie. Bien avant que la personne ait l'impression de décider de bouger son doigt, parfois presque une seconde avant, une activité électrique démarrait déjà dans son cerveau. On appelle ça le potentiel de préparation. Pour le dire simplement, le cerveau se met en route avant que notre moi conscient ne se dise « Tiens, je vais bouger ». C'est une découverte qui a ouvert une véritable boîte de Pandore. Voilà le cœur du problème. Intuitivement, on pense que la séquence c'est 1. Je décide, 2. Mon cerveau exécute, 3. Je bouge. Mais ce que ces expériences suggèrent, c'est que l'ordre est inversé. D'abord, le cerveau prépare l'action, ensuite on a le sentiment de décider, et enfin l'action a lieu. C'est vertigineux. Alors, ça nous amène à la question. Si notre conscience n'est pas vraiment le grand patron qui prend les décisions, à quoi sert-elle? Pourquoi est-ce qu'on a ce film intérieur qui tourne en permanence? Il y a une théorie assez radicale qui s'appelle l'épiphénoménalisme. L'idée, c'est que la conscience ne serait qu'un effet secondaire, un simple spectateur. L'image de la locomotive est parfaite. La conscience, ce serait la fumée qui sort de la cheminée.
Elle est bien le produit du moteur qui tourne, mais ce n'est pas elle qui fait avancer le train. Elle ne sert à rien. Et attention, ce débat n'est pas juste une discussion de salon, ça a des conséquences bien réelles et parfois tragiques. Savoir si une personne est consciente ou non, c'est au cœur de décisions de vie ou de mort, comme on l'a vu dans des affaires terriblement complexes comme celle de Vincent Lambert en France. Notre définition de la conscience, c'est ce qui définit notre humanité. Allez, pour finir, on va reprendre notre idée du début, mais en la poussant à l'extrême. Imaginez que demain, tout le monde sur Terre devienne un zombie philosophique. Tout le monde. Il ne reste qu'une seule personne consciente. De l'extérieur, absolument rien n'a changé. Les gens vont au travail, ils discutent, ils rient, ils pleurent, tout est parfaitement normal en apparence. La question c'est, est-ce qu'on s'en rendrait compte? Et c'est là qu'arrive la question qui tue. Si ce monde de zombies est indiscernable du nôtre, qu'est-ce qui a été perdu au juste? Quelle est la valeur de cette chose invisible, privée, qu'est l'expérience intérieure? Et la réponse, au fond, c'est peut-être tout. Ce qui aurait été perdu, c'est tout ce qui donne un sens à nos vies. L'amour, la beauté d'un coucher de soleil, la tristesse, la joie, tout ça, ça n'existe que pour un sujet conscient. Sans la conscience, l'univers est peut-être matériellement le même, mais il est vide de sens. Et percer ce mystère, ça reste le plus grand défi de la science.